j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le bilan lecture du mois de mars. Alors, ça a été un bilan lecture un petit peu moins complet, enfin un petit peu moins lourd on va dire du coup que le mois de février, puisque le mois de février j'avais mis beaucoup de petites lectures, donc certes à la fin ça faisait un nombre de livres assez conséquent et ça c'était cool, mais là le mois de mars déjà j'avais mis moins de lectures et surtout si vous vous souvenez, j'avais mis la lecture, le fameux Crescent City tome 2. Je vous ai même fait tout un vlog autour de ça, justement pour vous parler de cette lecture, qui était mon gros défi du mois. Défi qui n'a pas été remporté, hein, mais bon, de toute façon, on va en parler durant cette vidéo. Mais j'ai lu, du coup, si je compte vraiment volume par volume, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 et demi du coup, vu que j'ai pas fini Crescent City, 12 et demi, 12 livres et demi, ce qui est pas mal en fait. Franchement c'est quand même un bon chiffre de fin, un bon résultat, je suis fière de moi. Allez, on attaque tout de suite et justement, on va attaquer avec Crescent City. Je vous disais donc, j'ai commencé le mois en lisant Crescent City tome 2, écrit par Sarah J. Maas, publié aux éditions de Saxus. Je vais vous mettre le visuel ici puisque je ne l'ai pas, je le lisais sur liseuse et j'ai pas ma liseuse auprès de moi, j'ai un peu la flemme d'aller la chercher, on va pas se mentir. Donc je vais vous en parler comme ça avec le visuel. Alors, je vais pas vous faire de résumé puisqu'il s'agit d'un tome 2 et clairement, tout ce qui se passe en fait, le tome 2 commence après la fin du tome 1, donc vraiment les événements du tome 1 impliquent ce qui se passe dans le tome 2, donc je vais pas vous parler du tome 2. Dans le tome 1, du moins, on suit Bryce, qui est une femme mi-humaine, qui, dès le début, en fait, voit sa meilleure amie, Danica, qui est elle-même loup-garou, assassinée de façon assez atroce. Elle et plusieurs membres de la meute se retrouvent assassinés de façon assez affreuse. Et Bryce, elle, va être retrouvée mêlée un petit peu à cette histoire. Ensuite, on va suivre un bond de 2 ans dans le temps où là, Bryce, en fait, va se retrouver mêlée à une enquête puisque d'autres gens sont retrouvés morts de la même façon que Danica et sa meute. Et Bryce, ayant découvert le corps de Danica et ayant peut-être vu la chose ou la personne qui a provoqué ces meurtres, se retrouve mêlée à l'affaire et se retrouve affiliée avec Hunt, qui est un ange déchu. Donc on est dans un univers vraiment d'urban fantasy, hein, très clairement. Et donc tous les deux vont être amenés à mener l'enquête en fait pour savoir qu'est-ce qui sévit dans la ville de Crescent City. C'est très très vague, mais parce que c'est un bouquin, enfin les deux bouquins sont des livres de près de 1000 pages, enfin c'est très très long. Le premier tome de Crescent City avait été pour moi le plus gros flop de l'année 2022. J'avais absolument détesté cet ouvrage. J'avais mis près d'un mois à le lire, ce qui est très long. Enfin vraiment, ça a été une lecture... Je vais parler du coup dans ma vidéo top flop de l'année 2022 que je vais vous mettre par là pour que vous alliez voir si jamais vous êtes curieux de savoir pourquoi j'ai pas aimé. Et donc... je vous avais expliqué que le tome 2, je le lisais parce que c'était un challenge qui avait été lancé sur Twitch en septembre. Donc c'était maintenant que je le réalisais. Et bah écoutez, le tome 2, comme vous l'avez peut-être vu dans le vlog, je l'ai abandonné, je n'ai pas tenu jusqu'au bout. J'ai quand même lu, je sais plus combien il faisait, en version numérique, je crois qu'il faisait quelque chose comme 830 pages il me semble. Et j'avais lu un petit peu plus de 500 pages, donc quand même, j'en ai lu suffisamment pour pouvoir vous en parler et avoir eu un avis quand même assez prononcé sur ce bouquin. Donc je l'ai abandonné, donc vous imaginez bien que ça n'a pas été une bonne lecture pour moi. Mais ça n'a pas été aussi terrible déjà que le tome 1, je tiens à le préciser, puisque je partais vraiment avec des a priori en me disant je vais encore détester, ça va être encore la croix et la bannière pour lire ce bouquin. Ça l'a été, mais à moindre coût. On va tout de suite nous présenter des nouveaux personnages qui n'étaient pas dans le tome 1, que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé intéressant. Les personnages du tome 1 que je détestais en fait, hein, vraiment que je trouvais très immature, c'était très compliqué. Le personnage de Bryce, vraiment toutes les décisions qu'elle prenait, à chaque fois j'étais en mode mais c'est pas possible de prendre des décisions aussi nulles. Là, elle s'est beaucoup améliorée dans le tome 2, elle prend des décisions qui ont du sens. Elle a mûri. Je dirais que dans le tome 1, elle avait des réflexions un peu de... Elle avait pas cet âge-là, mais elle avait des réflexions un petit peu d'adolescente. Là, on est passé sur une jeune adulte, donc ce qu'elle est vraiment, enfin jeune adulte, même milieu de vingtaine, fin de vingtaine, je crois qu'elle a. Je sais plus exactement, mais il me semble que c'est dans ces eaux-là. Donc là, ça y est, elle est adulte, donc ça fait plaisir. Par contre, en point négatif, le gros point négatif vraiment de ce volume 2, c'est les scènes de fesses, quoi. C'est même pas des scènes de fesses. Il y a des scènes de fesses qui sont déjà pour moi trop... Vraiment, les fesses pour les fesses, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas le concept, c'est quelque chose qui me dépasse, sachant... Surtout quand ça sert pas l'histoire. Si c'est juste pour mettre des fesses, franchement, lisez un livre vraiment ouvertement estampillé livre de fesses, quoi. Enfin bref. Ça, c'est quelque chose qui m'est propre et que je n'aime pas. S'il y en a quelques-unes, ça va pas me gêner. Si c'est beaucoup de ça, ce qui a été le cas pour moi ici, ça va commencer à me saouler.
Et au-delà des scènes vraiment proprement de fait, c'est-à-dire qu'il y a des allusions à ça vraiment partout dans le livre. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a un moment, je me souviens, je lisais dans le lit le soir et j'étais avec mon copain qui était à côté de moi, je lisais et j'étais en mode, mais j'arrêtais pas de souffler, j'étais en mode, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui lisais les passages, j'étais en mode, ah ouais, c'est pas terrible, j'étais en mode, bah ouais, c'est ça depuis des centaines de pages, quoi. Et c'était quelque chose comme, je sais plus, enfin, il y a quelqu'un, il y avait deux personnages qui étaient en train de parler, et ça, ils se chauffaient un petit peu, et il y a la nana qui dit, oui, ils parlaient de leurs expériences de crac-crac déjà, bon pourquoi on parle de ça, on sait pas, ça n'a rien à voir avec la smoule, mais bref, on en arrive là. Et le mec, dès qu'il entend que la nana utilise le mot crac-crac, elle n'utilise pas le mot crac-crac, mais elle utilise le mot vulgaire, en plus ça aussi, la vulgarité du volume, enfin la vulgarité du roman, quelque chose que j'avais déjà beaucoup reproché au premier, qui est un peu moins présent je trouve dans le tome 2, mais tout de même qui est toujours là, la plume est toujours pas belle quoi. Mais donc... la nana utilise le mot crac-crac qui commence par B et qui finit par R, vous avez compris, comme faire un bisou, mais pour faire crac-crac. Et lui, il est là en mode ah bah j'avais mon petit... ah bah tout de suite, j'étais devenue tout dur, quoi. C'est encore plus mal écrit que ce que je vous dis. Pourtant, c'est pas beau déjà ce que je vous dis. Mais c'est encore plus mal écrit que ça. Et j'étais en mode, mais c'est pas possible. Genre, le gars, maintenant, je vais lui dire le mot chocolat, il va se sentir tout dur. Comment ça se passe? Il suffit de... C'est quoi? Il y a un mot comme ça qui... Ça le démarre. Moi, j'avoue, on me dit chocolat, tout de suite, ça m'émoustille, hein, clairement. Enfin bref, c'était ça. Et... j'étais contente parce que l'action, enfin, ça commençait déjà sur de l'action, c'était très intéressant. Et puis après, il y a eu des longueurs. On va suivre en plus plusieurs personnages que j'aime bien, des personnages que j'ai été contente de retrouver. Mais ensuite, ça a été insupportable parce que à partir du moment où, par exemple, il y a un personnage, clairement, son histoire est close à la fin, au milieu du roman. Son histoire, concrètement, est arrivée à la fin. C'est bon, sachant qu'on le suivait depuis le tome 1, il a eu déjà un début d'histoire dans le tome 1, au tome 2, il y a eu son histoire, au milieu du roman, on se dit, bon, bah c'est bon, voilà, lui, son problème est résolu, il n'y a pas de souci, il va rester dans le groupe des personnages principaux, mais on va plus être centré sur lui, il n'y a plus trop d'intérêt. Et là, tout d'un coup, l'autrice nous sort, on sait pas trop d'où, un nouveau problème qui sort de comme ça, pouf, magie. Et ça va être relié à lui et on sent que c'est parce que bah clairement elle avait plus rien à faire pour le mettre en avant ce personnage là et qu'il est important et qu'il faut quand même qu'on reste centré sur lui. Et ça relance sur un truc et t'es là, il y a déjà tous les autres, ils ont leurs problèmes à eux. Est-ce que j'avais vraiment besoin que tu rajoutes d'un problème à lui? Pas forcément. En plus c'est pas mon personnage préféré, donc en soi le fait que ça soit fini, que juste on l'aperçoive quand ils sont en groupe, ça m'allait. Enfin bref. Vraiment, ça a été... donc, tu dis, c'est reparti pour un tour. Vraiment, j'étais vraiment comme ça. Je me disais, c'est reparti. Vous savez, comme quand vous êtes dans un manège, par exemple, vous êtes parents, par exemple. Vous êtes parents ou amis, vous accompagnez un pote ou un enfant dans un parc d'attraction ou dans une fête foraine. Et l'enfant ou l'ami est là en mode, encore. Et vous êtes là en mode, on est reparti pour un tour. Et vous n'avez pas envie de le faire. Mais vous êtes forcé parce que vous êtes accompagnateur et ça vous fait plaisir de voir l'autre prendre plaisir. Enfin, la personne que vous accompagnez prendre plaisir. Bah moi, il y avait personne qui prenait plaisir. Il y avait juste moi qui était là en mode c'est reparti pour un tour. Donc je me suis dit, je me fais un peu flouer dans l'histoire quand même. Genre, il y a personne qui prend plaisir ici. Le livre, on s'en fout, lui, il a pas trop de sentiments. Et moi, ça me fait suer. Donc bon, est-ce que ça vaut le coup? Enfin bref, et vraiment les fesses tout le temps. Moi, c'est ça ça m'a terminé. J'étais en mode, bon allez, c'est bon, j'en peux plus. C'est pas beau. J'étais arrivée au début, vraiment, comme je vous disais, l'action m'intéressait et j'avais vraiment envie d'y retourner, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Et au bout d'un moment, vraiment, au-delà de l'action, n'avait plus trop d'importance, enfin c'était même plus ça, c'était vraiment la relation entre Bryce et Hunt qui prenait le dessus. J'étais en mode, c'est bon, je m'en fous quoi. Moi c'est l'action qui m'intéresse, enfin je veux dire, il y a un univers quand même super complexe qui a été créé, qui est très intéressant. On nous incorpore des nouveaux personnages ou des personnages qu'on a cités dans le tome 1 mais qu'on n'a pas trop vu et qui ont l'air super intéressants. Montre-moi ça plutôt que de savoir qui joue à la pêche et à la courgette quoi, je m'en fous quoi. Bref, voilà, enfin, du coup, vraiment, ça a été terrible, hein. Crescent City, pour moi, bah, le tome 2 est dans la même lignée que le tome 1, même si, bah, j'avais bon espoir puisque ça partait mieux. Non, bah ça l'a pas fait. Une fois Crescent City tome 2 terminé, j'avais un petit peu du mal à me relancer dans quelque chose parce que déjà je l'ai fait traîner, comme je vous disais, sur entre 10 et 15 jours, je crois 12 jours, Crescent City, pour même pas le terminer. Donc ça a été très très long, ça commençait à me créer une panne de lecture, je vous en parlais dans le vlog, donc ça a été compliqué et j'étais en mode, bon, j'ai besoin d'un roman qui me remette en jambes. Et donc j'avais choisi de lire Entretien avec un vampire de Anne Rice, publié ici aux éditions Pocket. Comme je vous en avais parlé aussi dans le même vlog, j'avais vu le film qui date de 94 ou 95 que j'avais adoré avec Tom Cruise et Brad Pitt entre autres, et donc c'est un film que j'ai vraiment vu depuis très jeune, depuis adolescente, préadolescente, donc que j'aime beaucoup, qui est très ancré en moi et que j'aime énormément. Donc j'ai enfin découvert le livre dont c'est inspiré et ça a été une très très chouette lecture, j'ai adoré. Vraiment, je regrette pas parce qu'en général quand on voit un film et qu'ensuite on lit le livre, on regrette un petit peu. Par exemple,
en se disant ouais en fait ils ont trop mal adapté le truc, c'est terrible, enfin il me manquait plein de trucs. Et là en fait je peux vous le dire, l'adaptation cinématographique est quand même très fidèle, très bonne, et du coup ça a été un vrai plaisir de découvrir ça sur papier. C'est certes plus détaillé donc c'est encore mieux, j'en apprends encore plus sur l'univers et tout ça, sur les personnages que j'aime beaucoup. Louis, le personnage de Louis, je l'aime d'amour. Pour vous pitcher un peu le truc, on est dans notre ère moderne, à l'époque contemporaine à laquelle le livre a été écrit, donc on doit être en 1990, quelque chose comme ça. Bref, on s'en fiche, c'est pas trop. On est à l'ère contemporaine et on va suivre Louis, donc notre vampire, qui va s'entretenir dès le début avec un journaliste et lui raconter sa vie. D'où le titre d'entretien avec un vampire. Et l'autrice, elle était pas bête quand même, elle avait réfléchi au coup. Donc il va nous raconter sa vie, de comment il est passé de humain à vampire et toutes les centaines d'années qu'il a vécu en tant que vampire et comment il en est arrivé au présent. Et il va nous raconter du coup sa rencontre avec Lestat, qui est donc le vampire qui va l'avoir transformé, et ensuite comment leur duo est devenu un trio, qu'est-ce qui s'est passé dans ce trio, comment ce trio a périclité, comment Louis en est arrivé à être là, tout seul, à raconter son histoire, à travers quoi il est passé, et c'est fabuleux, j'adore. Ça a été vraiment une très chouette lecture. Une lecture quand même très dense, parce que vous voyez on est sur des pages quand même relativement bien pleines, qui ne sont pas chapitrées. Alors c'est-à-dire que vous avez des parties dans ce livre, il fait plus de 400 pages je crois, presque même plus de 500. Il fait un tout petit peu plus de 500 pages et il est divisé en 4 ou 5 parties. C'est tout. Vous n'avez pas de chapitre. Au mieux, vous avez des sauts de ligne. Donc, c'est très dense, c'est difficile de se découper, de faire des pauses dans la lecture. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu de mal parce que j'aime bien avoir des chapitres, même déjà des chapitres longs, ça m'énerve. Alors quand il n'y en a pas et que c'est que des parties, moi, je sais pas vous, mais moi, je suis hors d'haleine, quoi. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon quand j'enchaîne des pages et je me dis ça s'arrête jamais. Mais ça a été une très chouette lecture, vraiment, je vous le recommande. En plus, j'adore le mythe du vampire, donc évidemment, pour moi, ça a été fantastique. Il y a un point de vue très intéressant qui est amené avec, du coup, le troisième personnage qui va rejoindre le duo de Louis et de Lestat, qui est une enfant en fait, qui est une enfant vampire qui va les rejoindre et qui va apporter un point de vue très intéressant je trouve sur l'humanité et le fait que en étant vampirisée aussi jeune, est-ce qu'elle a une part d'humanité? Est-ce qu'elle se souvient de ce qu'est l'humanité? Puisque finalement, elle a été vampirisée alors qu'elle avait vécu que très peu d'années en étant humaine. Et bon, sachant qu'on va pas se mentir, les premières années qu'on vit, on n'a pas des gros souvenirs et on n'est pas très conscient de l'humanité. Et finalement, elle a surtout vieilli en tant... Enfin, vieilli, non, en plus, elle n'a pas vieilli, mais elle a surtout évolué en tant que vampire. Donc, c'est-à-dire, l'être humain n'est qu'un gibier. Donc, il va y avoir un point de vue très intéressant puisque Louis, lui, est un vampire qui a du mal à assumer son statut de vampire, qui au contraire, a une très grande part d'humanité. Et ça va être quelque chose de très présent puisque, à contrario, comme je vous disais, cet enfant et Lestat, eux, sont clairement très contents de leur statut de vampire. Ils aiment aller chasser, aller faire du mal aux humains. Ils en prennent limite un petit plaisir. Et donc, il va y avoir toute cette confrontation-ci avec Louis qui va évoluer et qui va en même temps ne pas du tout être en adéquation avec son statut de vampire. Bref, ça a été très intéressant. J'ai adoré le découvrir en livre et j'ai déjà très hâte de découvrir le tome 2 puisqu'il s'agit d'une saga des Chroniques du Vampire écrit par Anne Rice, dont j'ai donc le deuxième tome déjà dans ma palle, mais je n'ai pas la suite. Ça va être compliqué, du coup, comment je vais faire? Et donc, le deuxième tome, je crois qu'il est centré sur Lestat. Donc, je suis très curieuse puisque Lestat est un vampire qui existait avant le personnage de Louis qu'on suit ici dans le tome 1. Sachant que dans ce tome 1, Lestat est très secret sur comment il en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 2 et de savoir encore plus de choses dans cet univers-là. Par la suite, puisqu'on était déjà quand même bien avancé dans le mois et je voyais que je n'avais fait qu'une seule lecture terminée et une abandonnée, bien avancée mais abandonnée quand même, je me suis dit bon Marie, tu t'étais quand même prévu une petite palle, ça serait bien d'essayer d'avancer dessus parce que le mois va se terminer, tu vas avoir lu 2 livres, ça va être terrible. Et donc j'ai un peu triché, mais j'ai utilisé la triche que je m'étais octroyée, c'est-à-dire que j'ai lu des BD et donc j'ai lu les 6 tomes de Zombielénium. Donc ça rajoute 6 livres d'un coup. Et ça, c'est pas négligeable. Je vais juste vous présenter le tome 1 parce que sinon c'est lourd. Donc Zombielénium, c'est une BD qui est écrite par Arthur de Pince et publiée aux éditions Dupuis, donc qui est en 6 tomes ici. Alors je pense que Axel, parce que c'est les BD d'Axel, je pense que Axel quand il avait acheté le volume 1, ça n'avait pas été encore prévu pour être une suite puisque vous voyez là normalement dans cette petite encart là, hop là, normalement, il y a le numéro du volume et là, il n'y a rien d'écrit pareil sur le dessus. Donc, ça se trouve, au début, c'était pas prévu pour être une saga. Je ne sais pas. Bref, on s'en fiche. Ici, on va être... On est où? On est en France. Je sais plus trop où. Je sais plus trop où en France. Marie. Bref, on est en France et on va suivre... on va découvrir un parc d'attractions, en fait, où les employés ont quelque chose d'assez spécial, c'est-à-dire qu'ils sont tous morts. Voilà, donc nous avons des employés qui sont autant loups-garous que squelettes, que zombies. Enfin, on va avoir toute cette petite joyeuseté d'employés. C'est vraiment sympa et c'est un parc d'attractions justement spécialisé dans l'horreur pour vous faire peur avec une maison hantée, avec un roller coaster qui vous fait peur parce qu'il manquerait peut-être des rails ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez, on adore, c'est vraiment sympa. Et on va suivre notre personnage Aurélien qui va mourir dès le début et qui va se retrouver employé dans Zombielénium.
qui est le nom du parc d'attraction. Donc il va se retrouver employé là-bas et va rencontrer Gretchen, notre personnage ici même, qui est une sorcière. Et ils vont tous les deux se retrouver mêlés à quelque chose qui va au-delà de juste gérer un parc d'attraction avec l'objectif de faire plus de clients. Je vous en dis pas beaucoup plus puisque c'est quand même une saga de BD qui se lit relativement vite. J'ai lu les 6 BD en une journée, donc vraiment je les ai dévorées. Elles sont vraiment très courtes, on est sur une 60aine de pages à peu près par BD, donc c'est vraiment très rapide à lire et j'ai adoré, c'était vraiment génial. Déjà les dessins sont très beaux, je vous montre quelques planches. Les dessins sont très beaux et c'est très drôle. Voilà, par exemple je vous montre, hop, vous voyez. Et il y a un moment par exemple on va avoir des zombies qui vont essayer de faire du Michael Jackson. C'est génial, c'est génial. Attendez, j'essaie de vous montrer ça. Voilà, regardez-moi ça. Ils sont-ils pas mignons? Donc voilà, bref, c'est très bien dessiné, j'aime beaucoup le dessin et c'est drôle, il y a beaucoup de références, c'est génial, on se marre, même si vous ne faites que pouffer, c'est déjà réussi et vraiment ça se dévore, les personnages sont géniaux, va y avoir des choses, il va quand même y avoir des réflexions assez intéressantes sur justement le capitalisme, un peu l'idée de courir après les chiffres, jusqu'où on court après les chiffres, puisque ici il va quand même y avoir cette idée de vie et de mort, c'est pas juste seulement courir après les chiffres pour faire plus de chiffres, ici les chiffres sont un petit peu des vies humaines. Donc ça a une certaine critique de la société que j'ai trouvé très intéressante et je vous le recommande grandement. Je suis très contente de les avoir découvertes et ça se lit très vite et limite j'en aurais voulu plus. Mais c'était vraiment très chouette Zombillenium. Je vais enchaîner par la suite avec une lecture commune. Notre lecture commune avec Manon que nous faisons sur une saga avant que nous faisions tous les 2 mois et que maintenant nous avons décidé de faire tous les mois. D'ailleurs il va falloir qu'on se mette d'accord pour la date d'avril. Il s'agit de Blackwater de Michael McDowell. Alors ici c'est donc le tome 3 publié chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc c'est le tome 3 qui s'appelle La Maison, que j'ai beaucoup plus aimé que le deuxième tome en tout cas. Le premier tome avait été une très bonne lecture, le deuxième tome avait été quand même... Ouais, c'était sympa, ça se lisait bien, j'ai bien aimé, mais c'était pas transcendant franchement, c'était là. Là le tome 3, ça avance un petit peu plus, ça met un petit peu plus en avant le côté un peu horrifique de la saga qui nous avait été quand même pas mal vantée quand toute la hype était là, donc c'était je crois en mai-juin 2022, donc l'année dernière. Ici, je vais pas vous faire de speech sur le tome 3 puisqu'on est déjà bien avancé quand même. C'est une saga familiale qui se passe dans la petite ville de Perdido où dans le tome 1, une crue a lieu dans ce petit village de Perdido où la rivière a débordé, le village se retrouve complètement inondé, où on va suivre la famille Casquet qui va découvrir une jeune femme assez bizarre qui s'appelle Elinor et qui va se retrouver mêlée à cette famille puisqu'elle va se marier avec le fils Casquet. Et voilà, donc on va suivre la petite vie familiale des Casquet qui est une famille assez particulière quand même, et Elinor qui est très énigmatique. Et on va découvrir de plus en plus pourquoi, même si quand je vous dis qu'on en découvre de plus en plus, on découvre pas grand chose puisque l'auteur est quand même très secret à propos de son héroïne. Qui dévoile pas grand chose. On sait juste que elle est très liée à l'eau. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous en dire parce que j'en sais pas beaucoup plus. Et arrivé au tome 3, on n'en apprend pas beaucoup plus sur Elinor, un petit peu quand même, on se doute en fait, plus qu'autre chose. L'auteur nous donne des petits indices par-ci par-là, mais pas grand chose de plus. En tout cas, dans le tome 3, il y a des scènes beaucoup plus horrifiques, surtout la scène de l'économe, pour ceux qui ont lu. Moi, je vous avoue, j'étais en mode, ça me dégoûte un petit peu. Voilà, donc si vous êtes un petit peu sensible à tout ce qui peut être un peu gore, un peu trash, évite le tome 3 vraiment. Si autant les 2 premiers tomes, ça pouvait le faire, et encore déjà dans le tome 2... il y avait une scène qui pouvait être un peu particulière. Là, dans le tome 3, ça va être une scène qui peut être compliquée pour vous. Ça résume pas le livre, hein, ne vous inquiétez pas, mais c'est une scène qui peut être compliquée. Va y avoir aussi un côté fantastique qui était déjà présent dans les 2 premiers tomes, mais très légèrement, qui là va être beaucoup plus mis en avant. Et surtout, à la fin de ce tome, vraiment la scène de fin, où j'ai fini le livre et j'étais en mode... Mais en fait, le tome 3 a réussi, comme les 2 premières, à me dire, j'ai envie de lire la suite de suite, en fait. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça la recette secrète de cette saga, bien que dans les volumes, il se passe pas masse choses, on avance tranquillement, ça reste une saga familiale en fait, donc faut pas rechercher de l'action à tout bout de champ. Il se passe pas grand chose, mais on suit des personnages, il y a de l'avancée, pour certains, il y a des fins pour d'autres, hein. Mais le secret de cette saga, c'est que surtout quand vous terminez un roman, que vous le fermez, vous vous dites, en fait, il me faut la suite. Il y a cette petite chose sur la scène de fin qui vous dit, ah mais en fait, il faut que je continue. Et moi, ça marche avec moi, sachant que je fais pas partie des gens qui étaient extrêmement hypés à la sortie de la saga. J'avais hâte de la découvrir, mais j'étais pas super excitée en me disant oh punaise, il faut absolument que je la lise, absolument que je la lise. Voilà, là l'occasion en plus de la lecture commune avec Manon se présente bien. Je sais qu'elle est pas très enthousiasmée à propos de la saga et qu'elle m'a clairement dit que si elle avait pas acheté tous les tomes et qu'on la lisait pas en lecture commune, elle l'aurait pas continué. Moi écoutez, je passe un bon moment, c'est pas transcendant, mais je passe un bon moment. En plus c'est des romans quand même, c'est très court, hein.
Voilà, c'est très aéré, ça se lit très vite, vraiment un roman, si vous, vous vous posez en 2-3 heures grand max, c'est lu quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un rythme de lecture de foufou pour lire ça. C'est des romans qui font approximativement 230 pages, 250 pages par roman. Voilà, pour l'instant moi ça le fait, écoutez, j'ai hâte de découvrir le tome 4. On a lu la moitié, plus que la moitié à faire, allez, ça va se faire. Le prochain roman que je vais vous présenter n'est pas un roman que vous avez pu retrouver dans ma pile à lire pour le mois de mars, puisque c'est un roman que je n'avais pas au début du mois et que je ne comptais pas lire de suite. Je vous l'avais présenté dans les sorties littéraires du mois de mars et il arrive à la maison plus vite que prévu par ordre de maman. Alors si la maman l'a commandé, je n'ai pas le choix, je suis obligée de le lire. Il s'agit des tomes 2 de Mémoires de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé et publié chez l'École des loisirs. Alors, comme je vous disais, celui-ci, j'avais très hâte de l'acheter. Je vous l'avais présenté dans les sorties littéraires de mars. Je vous avais dit, celui-ci, c'est sûr, je craque. Mais je comptais craquer, en fait, à la fête du livre de Villeurbanne où l'auteur était présent pour dédicacer, l'acheter à ce moment-là et le faire dédicacer sur place. Ça s'est pas trop passé comme ça, puisque en fait j'ai passé le tome 1 à ma mère en disant faut que tu le lises, tu vas aimer, c'est vraiment trop mignon. Et ma mère est quelqu'un qui adore enchaîner les sagas. C'est-à-dire que si elle a un tome 1 d'une saga, elle a besoin d'avoir toute la saga pour pouvoir lire la saga parce qu'elle enchaîne. Et donc quand elle a su que le tome 2 sortait, et je crois qu'on en a parlé, le tome 2 venait de sortir genre la veille ou l'avant-veille, quelque chose comme ça, enfin vraiment ça venait tout juste de sortir. Et donc elle l'a acheté en me disant tu le lis, puisqu'elle venait à l'occasion du Quai du Polar qui avait lieu pour moi le week-end dernier. Elle me dit tu le lis cette semaine, comme ça quand je viens tu me le passes. Et ben au final je l'ai lu mais je lui ai pas passé. Mais parce que maman il y aura 4 tomes. Et là c'est que le tome 2 donc de toute façon tu le liras pas tout de suite. Non, ça marche pas comme ça. En tout cas, du coup, moi, elle m'a dit, il faut que tu le lises dans la semaine. Je suis en mode, d'accord, je le lis dans la semaine. Donc, je vous spoil un petit peu ce qui va se passer dans le book haul, du mois de mars, parce que il vient du book haul du mois de mars, mais vous avez rien vu. Enfin, vous avez vu, mais vous faites genre vous avez rien vu, ok? Sous la vidéo du book haul de mars, vous faites, ah mais ouais, t'as pris Mémoires de la forêt? On s'en doutait pas, franchement. Faites genre les étonnés, ok? Ok, on fait comme ça. Dans celui-ci, on retrouve notre personnage de Archibald de Renard, hop, notre libraire juste ici, qui se retrouve, malheureusement, un peu mis à la porte de sa librairie dès le début, par un loup qui lui dit « C'est moi le propriétaire de cette librairie, les renards, vous ne l'avez que volé. » Ah bon, on a fait ça, nous. Archibald, il comprend pas parce qu'il est en mode bah non. La librairie, je la tiens de mon père, qui la tient lui-même de son propre père, donc je comprends pas, non. Et donc, Archibald va essayer de se retourner vers son grand-père, du coup, qui est le fondateur de cette librairie, pour savoir ce qu'il en est. Problème étant que son grand-père, Cornelius Renard, a du mal à parler et on sait pas de quelle maladie il est atteint mais on dit qu'il a des orages dans la tête. Il n'est plus capable de parler et d'expliquer son vécu et ce qu'il s'est passé. Cependant, son grand-père va réussir à lui expliquer que pour savoir l'histoire de cette librairie, il va falloir que Archibald retrouve les carnets que son grand-père a disséminés auprès de plusieurs proches. Et donc dans cette histoire, on va suivre Archibald accompagné de son neveu Bartholomé qui vont partir tous les deux à la quête justement des carnets de leur grand-père pour savoir exactement ce qui s'est passé avec cette librairie. Alors, comme d'habitude, c'est un roman qui est magnifique. Je vais essayer de vous trouver des illustrations. Par exemple, hop, voilà, il est vraiment superbe. Regardez-moi ça. Donc c'est un roman jeunesse, hein, donc c'est écrit très gros, c'est très aéré, ça se lit très vite, c'est illustré et c'est vraiment trop beau. Et par exemple, pour vous donner une idée, quand on va retrouver un carnet de Cornelius, ça va se présenter comme ceci avec des pages écrites en italique et avec un papier un petit peu vieilli, effet type vieilli. Donc c'est vraiment très chouette, c'est une très belle lecture, j'ai adoré, ça n'a pas été un coup de cœur comme le premier avait pu l'être, mais ça a été une très belle lecture que je vous recommande grandement et j'ai déjà très hâte de lire la suite et de découvrir ce qui va se passer en hiver puisque celui-ci prend action en automne. Le premier prenait action plutôt en été, celui-ci en automne et donc le troisième, on s'en doute, en hiver et le quatrième, j'imagine qu'on finira avec le printemps. Je sais que beaucoup d'entre vous l'avaient acheté et attendaient l'automne pour le lire, moi j'ai pas su faire. J'ai pas su faire et j'ai pas eu le choix, je vous rappelle que maman m'a obligée. Mais vraiment, ça a été une très belle lecture. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai eu des moments de oh, voilà. Et je trouve qu'un moment de oh, c'est important. Donc je vous recommande, si vous avez aimé Mémoires de la forêt tome 1, vraiment n'hésitez pas, jetez-vous sur le tome 2, c'est encore une très belle lecture. Vu que j'étais avec Michael Brun-Arnaud, j'ai continué avec l'auteur, puisque je l'avais mis celui-ci dans ma palle du mois de mars, c'était ma lecture bonus, donc j'en ai profité pour continuer avec l'auteur en lisant Les Vallées Closes, du coup, et publié cette fois-ci chez Robert Laffont. Alors, pour ceux qui ont adoré Mémoires de la forêt et qui se disent qu'ils adorent la plume de Michael Brun-Arnaud et donc ils vont se jeter sur celui-ci pour cette raison, ce qui était un petit peu mon cas, réfléchissez-y puisque ça n'a rien à voir. Vraiment, la plume est totalement différente. On sent clairement qu'ici, on est dans de l'adulte. Là, on est dans de l'adulte, il n'y a pas à tortiller des fesses. Hein. Donc ici, on est dans un petit village au sud de la France où l'on va suivre principalement 3 personnages puisqu'il s'agit d'un roman choral. Donc on va suivre ici Claude, Paul-Marie et Enzo. Claude est la mère de Paul-Marie et Enzo est lui un jeune adulte qui est un petit peu déficient intellectuel et qui est un petit peu plus lent et qui n'a pas les mêmes codes de société qu'on peut avoir. Claude est donc, comme je disais, Claude est donc la mère de Paul-Marie et ce dernier, lui, est dans la panade dès le début puisque Paul-Marie va, lui, être accusé de pédophilie.
Donc c'est un sujet très très lourd, donc ça peut être triggerant. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être triggerantes dans ce livre. Paul-Marie va donc se cacher chez sa mère pour éviter de faire face à toute la population du petit village, puisque c'est un petit village où tout le monde se connaît, tout le monde sait tout à propos de tout le monde. Et Paul-Marie est officiellement parti, n'est plus présent, on ne sait pas où il est, alors qu'il se cache chez sa mère. Mère qui ne sait pas quoi penser de l'acte de son fils, ne sait même pas si c'est vrai, si c'est faux, on ne sait pas. Donc on va découvrir au fur et à mesure ce qui s'est vraiment passé à travers différentes chronologies, puisqu'on va être autant dans la jeunesse de Paul-Marie, de son point de vue par exemple, ou dans l'époque actuelle avec Claude ou Enzo. On va comprendre comment ces trois personnages peuvent être liés, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. C'est très très dur à lire, sachant que l'auteur en plus a décidé d'utiliser une plume très crue. Vraiment, c'est le mot pour décrire ce roman. Si je n'avais qu'un seul mot pour le décrire, c'est que c'est cru. C'est extrêmement cru, autant au niveau des termes abordés, parce que au-delà de la pédophilie, il y a cette histoire de handicap avec Enzo qui lui-même déficient intellectuel. Donc il y a aussi ça qui est très très dur à lire. Il y a aussi des sujets qui peuvent être durs, comme les violences conjugales qui sont très présentes. On va aussi parler d'homosexualité. C'est un sujet qui est aussi fort présent et qui a son importance dans le roman. Donc c'est cru au niveau de ces sujets-là parce qu'ils sont amenés, surtout au niveau de la plume, comme je vous disais, ils sont mis en avant avec des personnages qui ont une façon de s'exprimer qui est très très crue. Encore une fois, vraiment, je vous dis, c'est le maître mot pour décrire ce roman. C'est très cru. J'ai mis du temps avant de savoir si j'apprécie ou pas. Même maintenant encore, en fait, je suis pas forcément sûre de savoir si j'ai apprécié la façon dont est écrit le roman, puisque ça change vraiment drastiquement de Mémoire de la forêt. Ça n'a rien à voir. On a l'impression que c'est un tout autre homme qui a écrit ce roman. Mais si vous voulez, pour moi, les personnages, si je devais comparer, les personnages parlent un peu et ont une façon de s'exprimer un petit peu comme les personnages de Stephen King. Et c'est assez perturbant puisque Stephen King, il y a toute une ambiance qui va derrière avec ces personnages qui sont très crus, très patriarcales dans leur façon de parler, un peu arriérés aussi dans leur mentalité, ce qui est le cas ici. Et c'est d'autant plus compliqué puisque finalement Stephen King, je sais pas si c'est ça, mais c'est un petit peu comme ça que je l'ai interprété. Stephen King, on se dit, oh mais en même temps c'est l'Amérique profonde, donc ouais, ils sont tous comme ça les Américains dans l'Amérique profonde. Et c'est vrai que ça fait un petit peu plus mal de se dire que oui, pourquoi il n'y en aurait pas en France des personnes comme ça qui utilisent des mots complètement horribles pour parler de personnes homosexuelles, qui battent leurs femmes, qui pour lesquelles les choses principales c'est la chasse et la pêche. Enfin, vous voyez, chacun ses croyances, chacun ses hobbies, mais c'est à la limite du cliché en fait dans ce roman, et c'est un petit peu ça qui a eu du mal pour moi parce que pour moi c'était trop, au bout d'un moment c'était trop, et j'avais presque l'impression que l'auteur voulait prendre une revanche en fait sur cette région, puisque on a l'impression que c'est intrinsèque à la région en fait, cette mentalité là. Et je me suis dit, mais en fait c'est pas possible, l'auteur il a vécu des choses horribles dans le sud, ou qu'est-ce qui s'est passé? Il a quelque chose contre cette région. Bref, ça a été un petit peu lourd. Et je vous avoue, encore maintenant, comme je vous disais, je ne sais pas si pour moi, c'est une lecture que je vous recommande ou pas, puisqu'elle est très crue. En fait, je pense que clairement, ce genre de lecture, ça passe ou ça casse. Soit vous allez vous dire, punaise, c'est poignant, c'est génial, j'ai adoré la façon dont c'est fait. Soit vous n'allez pas aimer en vous disant, non, c'est too much. Vraiment, c'est compliqué. C'est une lecture que je suis contente d'avoir faite, puisque elle a quand même... Elle va vous toucher, que ça soit d'une façon ou d'une autre, elle va vous toucher. Moi, elle m'a touchée. J'ai aimé y retourner. Elle s'est lue très très vite, parce que ça reste quand même très aéré. Et c'est un roman qui est, ma foi, très très court. Il fait même pas 300 pages, donc c'est très court. J'ai aimé faire cette lecture. Je ne la referai pas. Mais je ne sais pas si je vous la recommande. Vraiment, je vous invite à aller voir des avis, à vous baser sur l'avis que j'ai pu vous faire. Au niveau de la recommandation, je pense que c'est un livre qui est compliqué à recommander, à vous à voir avec votre propre sensibilité si ça peut le faire ou non. Et comme à la fin du mois, visiblement, j'ai bien carburé, j'ai encore eu le temps de faire une lecture, donc vraiment, autant Crescent City m'avait pris beaucoup de temps, autant Entretien avec un vampire, pareil, j'avais encore un peu traîné dessus, autant à la fin, bam 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 bam, j'ai enchaîné, je suis très fière de moi, et sachant que j'ai quand même relativement eu des bonnes lectures, à part Les Vallées Closes, comme je vous disais, je sais pas trop quoi en penser. Et la dernière lecture que j'ai faite du mois était aussi une bonne lecture. C'était pas la lecture du mois ni la lecture de l'année, mais c'était une bonne lecture. Il s'agit de Numéro 2, écrit par David Fuenquinos et publié ici aux éditions Folio. Alors je suis pas très fan de cette couverture déjà, parlons-en. Mais bon, écoutez, vous l'avez peut-être sûrement vu pas mal passer puisqu'il date, il est pas très vieux en grand format, il a dû sortir l'année dernière il me semble. On va découvrir ici Martin, jeune enfant, qui va avoir une vie qui va être complètement bousculée à partir du moment où il va être recalé au casting pour jouer le personnage de Harry Potter face à Daniel Radcliffe, arrivé finalement au dernier choix, au choix crucial pour savoir qui entre ce fameux Martin et Daniel Radcliffe allait jouer Harry Potter.
Et donc, comme je vous disais, à 11 ans, sa vie va être complètement chamboulée puisque devant lui se dressait peut-être une vie faite de paillettes et de strass. J'adore cette expression, ça veut rien dire, mais enfin bref. Faite de paillettes et de strass et finalement, il est retombé dans l'oubli et personne ne sait vraiment qui c'est. Et on va se rendre compte que cet échec, puisque c'est comme ça qu'il le voit, hein, il le voit comme un échec alors qu'il avait 11 ans concrètement. Qu'est-ce que tu veux, ça s'est joué en plus à pas grand-chose, hein. Et donc, on va découvrir comment cet échec d'enfance a complètement influencé la vie de Martin, qu'est-ce qu'il en a découlé et ce qui s'en est passé. Ça a été une très chouette lecture puisque finalement, quand on lisait le postulat de base, c'était juste Martin a échoué face à Daniel Radcliffe pour jouer à Harry Potter. Point. En fait, j'en savais à peu près que ça. J'étais en mode, ouais, bon, on peut en faire un roman de ça. Et oui, l'auteur a su en faire un roman. C'est très très chouette. Ça amène des sujets super intéressants. Ça montre que la peine qui est propre à Martin, elle est moquée par pas mal de gens en mode, bon, c'est bon, faut s'en remettre. Mais non, en fait, on moque pas une peine. La peine de chacun est propre à lui-même et on peut pas moquer une peine, on peut pas comprendre les sentiments que l'autre peut vivre. Il faut accepter la peine de l'autre, l'aider dans sa peine et essayer de le faire avancer si c'est possible. Mais il faut pas s'en moquer, il faut vraiment faire preuve d'empathie. C'est un livre qui fait preuve d'énormément d'empathie que j'ai trouvé très très beau. Donc voilà, ça a été vraiment un très chouette roman que je vous recommande. J'avais déjà lu l'auteur, j'avais lu Le Mystère Henri Pic, je crois, que j'avais bien aimé. Là, j'ai vraiment aimé numéro 2, sachant qu'en plus on est dans l'univers de Harry Potter, donc c'est intéressant. Surtout que l'auteur met en avant, on va avoir J.K. Rowling qui va apparaître dans le livre par exemple. On va avoir aussi tout le processus justement, comment le livre déjà d'Harry Potter est né, comment le film d'Harry Potter est né suite au livre. Donc l'auteur va avoir imaginé tout ça. Je ne sais pas du tout la part de vrai ou de faux dedans. J'aime imaginer que tout est vrai, ça me fait plaisir. J'ai pas envie de me renseigner pour savoir si ça l'est ou pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir de l'imaginer. Et donc c'est très très intéressant et écoutez, moi je me suis prise d'affection pour ce petit Martin qui n'a pas su malheureusement faire l'affaire pour jouer Harry Potter. Et la fin, je l'ai trouvée très intéressante. Pour moi, ça a été une très très belle fin qui convient totalement au bouquin et je vous le recommande grandement. C'est un roman contemporain qui pourrait ne pas vous intéresser de base. Je sais que quand j'avais fait l'avis sur Instagram pour savoir ce que vous pensiez de ce livre, vous étiez plusieurs à dire que vous n'étiez pas intéressé par le bouquin et franchement, je trouve ça dommage parce qu'il mérite la lecture. En plus, il est pas très long, il se lit très très vite. Il fait un peu plus de 250 pages, mais si vous voulez, il est très très découpé, donc ça se lit relativement vite et il est important pour moi de le lire, je le trouve super bien et je vous le recommande grandement. J'ai failli oublier de vous en parler puisque je n'ai pas le livre et c'est vrai qu'en plus ça a été quand même quelque chose, ça a été une découverte pour moi puisque j'ai lu pour la première fois, j'ai écouté pour la première fois en tout cas un livre audio. Je vous en avais parlé récemment en disant que je n'avais encore jamais tenté l'expérience, que j'étais pas plus tentée que ça. Et bien là écoutez, l'occasion s'est présentée donc je l'ai tenté. Je vous avoue, à la base je l'ai écouté au boulot parce qu'il y avait des moments un petit peu d'accalmie au boulot et je fais un travail qui me permet de pouvoir avoir des écouteurs, de pouvoir écouter quelque chose et je me suis dit écoute Marie, autant rentabiliser ton temps d'écoute au lieu d'écouter les mêmes chansons encore et en plus t'es frustrée parce que tu peux pas chanter au boulot, donc au lieu de créer cette frustration en toi, écoute un livre. Et sachant que j'avais installé l'application Audible il y a pas longtemps puisque mon copain a Amazon Prime, donc j'avais utilisé son Prime pour installer Audible et donc je me suis dit t'as des crédits en plus, let's go, on tente l'expérience. Et donc, alors j'ai farfouillé quand même un petit bout de temps. Vraiment, j'avais l'impression d'être sur Netflix en me disant bon qu'est-ce que je regarde ce soir, une heure plus tard de me dire bon c'est l'heure d'aller se coucher, j'ai rien regardé. C'était un petit peu ça sur Audible en mode voilà, qu'est-ce que je lis tout me fait envie. Ah non, ça par contre non. Ouais. Et puis vous savez, quand vous êtes restreint comme ça, j'avais que 2 crédits. Donc quand vous êtes restreint comme ça, vous vous dites ok, faut que je fasse le bon choix. Vraiment, alors que et si au pire c'est une lecture qui était pas chouette, c'est pas grave Marie. Mais non, je me suis foutu une pression de ouf en me disant faut que je choisisse le livre, The One. Et au final, je me suis penchée sur le premier tome des Dames de Marlowe Enquête, écrit par Robert Thorogood et publié, il me semble, en version papier chez La Martinière, il me semble, puisque là je l'ai écouté, je suis plus trop sûre, mais il me semble. Je vais vous mettre le visuel juste ici. Il s'agit du coup du premier tome d'une saga de Cozy Mystery que j'avais vu passer, il me semble surtout chez Caro, de Caro from Woodland, qui avait fait une vidéo justement en parlant des Cozy Mystery. Il y en avait plusieurs qui me donnaient envie et celui-ci m'avait pas mal tenté, donc là je l'ai vu sur Audible, on me l'avait présenté. Audible l'avait un peu mis en avant, je me suis dit allez, les étoiles sont alignées, je vais le lire. Et écoutez, je l'ai écouté, lu, je ne sais toujours pas quel verbe il faut utiliser pour les livres audio. On va dire je l'ai lu, ça sera plus simple, ça m'évitera de faire des bourdes. Je l'ai lu et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. On va être ici en Angleterre où on va avoir notre personnage principal, Judith Potts, qui est une dame d'un certain âge, qui vit toute seule chez elle et qui va entendre que son voisin pousse des cris et le lendemain va être découvert mort.
Alors, et donc Judith, elle a une fâcheuse manie d'un petit peu vouloir mettre son nez partout et de savoir ce qui se passe. Et elle va se retrouver du coup à mener son enquête parallèlement à celle que la police mène, en découvrant des indices, en allant elle-même interroger des personnes. Et va se greffer à elle deux autres dames. On va avoir Suzy, qui est elle-même aussi, qui doit avoir un certain âge, peut-être un peu plus jeune que Judith, mais qui a aussi un certain âge, qui est elle-même dog-sitter et qui a un franc-parler et que j'aime beaucoup. Et on va aussi avoir, il me semble qu'elle s'appelle Betty, la troisième. Oh punaise, en plus c'est mon personnage préféré. Il me semble que c'est Becky. Je ne sais plus. Bref, la troisième qui, elle, est la femme du vicaire. Donc, si vous voulez, elle est bien sous tout rapport. C'est la femme au foyer, mais qui entretient très bien son foyer, qui est aussi mère, du coup. Donc, qui s'occupe très bien de sa famille, de son mari, tout ça. Et finalement, ce que j'aime bien, c'est que sous ces airs, justement, de femme parfaite, vraiment la Brie Van de Camp comme on l'aime, et ben, comme Brie Van de Camp, il y a un dessous. Et bon, elle est pas moins sombre que Brie Van de Camp dans Desperate Housewives, mais elle est loin d'être bête comme elle peut aimer le faire paraître. Et va beaucoup aider, justement, Judith et Suzy, qui toutes les trois vont se mettre à mener l'enquête pour découvrir qui est le meurtrier du voisin de Judith, mais aussi des deux autres meurtres qui vont avoir lieu dans la ville de Marlow. J'ai donc beaucoup aimé ce premier tome de saga qui on met vraiment l'accent sur ces trois dames qui vont enquêter ensemble, qui vont avoir une dynamique vraiment chouette. Judith qui va mener la danse et qui va être aidée de Suzy et de Betty, je sais toujours plus comment elle s'appelle, Betty. Ça se trouve, c'est pas ça du tout, elle s'appelle Michel, on sait plus, non, elle s'appelle pas Michel. Bref, elles vont être toutes les trois et elles vont avoir une super chouette dynamique pour enquêter. Va y avoir aussi un petit peu de suspense, je vous avoue qu'il y a une scène, un moment, vers la fin, j'étais en mode, ah ouais, mais je serre les fesses quand même. J'ai un peu serré les fesses, ouais, mais ça reste du Cozy Mystery, donc on serre les fesses, mais ça va, il n'y a pas une luxation du muscle fessier, ne vous en faites pas. Mais vraiment, non, c'était une très très chouette lecture, et pour tout vous avouer, j'ai déjà utilisé un autre crédit pour prendre le tome 2 de la saga, et ouais, c'est une nouvelle saga de Cozy Mystery que je suis contente d'avoir commencé, donc je commence à m'y mettre au Cozy Mystery, hein, ça y est, donc ouais. Les Dames de Marlow est vraiment chouette et j'ai déjà hâte de lire la suite. Franchement, un chouette bilan pour ce mois de mars, je vais poser tout ça, c'est très très lourd. Un chouette bilan pour ce mois de mars, je suis très fière de moi d'avoir réussi à reprendre le rythme après Crescent City et d'avoir fait de belles découvertes, d'avoir lu des belles choses, d'avoir aussi lu une saga complète de BD. Je suis fière de moi là-dessus puisque comme vous le savez, je vous le disais, les BD et moi, j'ai un petit peu du mal à découvrir des BD, c'est pas la chose vers laquelle je me penche le plus et pourtant à chaque fois que j'en lis j'apprécie beaucoup ma lecture, donc est-ce qu'il faut pas que je comprenne quelque chose et me dire laisse-toi tenter par des BD. En tout cas voilà, je suis très contente d'avoir lu tout ça et vous dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez lu au mois de mars, est-ce que vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, est-ce qu'il y en a certains qui vous ont intéressé ou peut-être que mon avis justement vous a décidé à peut-être vous pencher sur certains pour lesquels vous hésitiez encore. Je vous attends en commentaire pour que vous me disiez tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo, ça fait toujours très très plaisir et ça aide énormément. Merci beaucoup à vous. On a passé ce matin le palier des 700 abonnés, donc merci beaucoup à vous. Vous êtes vraiment au top. Vous aidez toujours plus la chaîne à grandir et ça fait plaisir. Vraiment, merci à vous les copains. En attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre, que ça soit sur Twitch ou sur Insta. J'y suis présente de façon quasi quotidienne et ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. C'est vraiment très très chouette. Je passe un très bon temps à chaque fois avec vous, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On s'y amuse bien. Et je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!